camarade. Bon, écoutez, je remercie Nicole d'avoir accepté de venir ici. C'était un projet qu'on avait été assez ancien d'ailleurs. L'occasion a fait lier qui est Nicole. Elle est d'abord sénatrice. Je sais que j'ai vu là un document où vous étiez rapporteur. Non, rapporteur, rapporteur, donc elle est sénatrice de cinéma. trop grand là. Voilà, très bien. Très bien. Non, non, très bien. Ah voilà. Donc, Très bien. Ah oui, là, je peux pas. un élément important, puisque certains éléments de budget ont donc été proposés pour le budget qui vient. Tout n'est pas passé, mais on peut déjà, à mon avis, se donner quelques idées de ce qui va être le budget à venir, puisque le Sénat, je crois, est par l'Assemblée dans un budget qu'on appelle ce modificateur. Donc je remercie Nicole Bricq. Pour les plus anciens, et très anciens, Nicole Bricq fut secrétaire fédérale, première secrétaire fédérale, pardon. Donc il y a bien un passé parisien quand même en ce qui concerne l'école. À l'époque, il y avait des femmes premières fédérales, on n'en faisait pas J'étais la tout un cinéma. J'ai été la première. Il y a eu Gisèle Stignard, je crois, par la suite, à un moment donné. Donc, comme quoi à Paris a toujours été en avance sur son temps. Donc, je remercie Nicole qui va nous parler. Je vais surtout passer la parole à Claire, qui est donc, comme vous le savez, candidate à la législative dans cette nouvelle circonscription 1, 2, 8, 9, non plus 1, 2, 3, 4. Et puis qui va introduire le sujet. Puis comme il y a de fortes chances qu'elle soit élue députée, donc elle aura à gérer un certain nombre de problèmes, et nous on aura à les regarder. Donc je passe la parole. Pas que la regarder. La circonscription redessinée, combien elle avait donné à Sarkozy et Royal la dernière fois en 2007? Avant qu'elle soit redessinée ou pas? Non, maintenant, nouvelle circonscription. Nouvelle circonscription, je ne sais pas. Tu as regardé les chiffres, je crois 50,1 pour la droite. Voilà, Mais toute la circonscription, hein. 1, 2, 8, 9, moins notre petit bout en haut, voilà, c'est comme ça. Donc c'est tout à fait, c'est jouable. Gagnable. Ouais. Et c'est tout à fait gagnable aux législatives. C'est faisable. Je peux dire que c'est fait, hein, on va pas lui raconter l'histoire, mais c'est plus faisable qu'on se l'ait imaginé il y a 2 ans, quand on a découpé la circonscription. On s'était dit c'est vraiment pas béni pour le louche. On avait même pensé à l'époque que Fillon viendrait dans cette circonscription-là, et que le louche serait pour les Français de l'étranger, et que Fillon viendrait ici. Manifestement non. Je me suis dit, il n'est pas sorti de l'auberge dans sa circonscription actuelle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Madame Baptiste s'en occupe. Et là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Voilà. Je passe la parole. Donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Nicole de venir ici pour nous parler de fiscalité. Parce que c'est un sujet que François Hollande a porté depuis un petit moment, bien avant même d'être candidat au primaire. C'est quand même la fiscalité et l'idée de populariser l'impôt finalement, en fait, de se dire que la fiscalité est un moyen pour les socialistes à la fois d'alimenter le budget de l'État et de redistribuer, et c'est donc un instrument capital pour une politique de progrès. Parce que le financement de l'État, puisque c'est quand même de l'État, des collectivités locales ou de la sécurité sociale, puisque quand on parle d'aide ou de déficit public, c'est l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale qui entrent en ligne de compte. Donc tout ça c'est effectivement capital pour mener des politiques publiques dans l'intérêt général et bien sûr financer les fonctions régaliennes. Et la situation actuelle étant un peu plus critique puisque la dette a augmenté de 600 milliards d'euros et passé à 1800 milliards d'euros. On est à je crois pas loin de 6% de déficit public, 6% du PIB. Et forcément dans des circonstances pareilles, arriver au pouvoir rend compliquer notre tâche en termes de marge de manœuvre, et en même temps il est impossible de mener une politique comme on peut voir dans d'autres pays européens du Sud où on n'est pas du tout dans cette situation de rupture et de faillite, mais il se trouve quand même qu'on peut considérer que couper fortement les budgets pour rétablir les finances publiques serait très dommageable pour la croissance. Donc on se trouve dans une situation quand même en France où il faut maintenir les dépenses et les dépenses
utile pour le social, faire de la table, il y a des gens qui passent. Justice, sécurité, les priorités citées par François Hollande sur la fonction publique, d'arrêter la RGPP le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, de l'arrêter de cette façon dont elle a été menée jusqu'à présent. Donc ça nécessite forcément quand même des choix de finances publiques, mais qui sont difficiles à mener. Et la fiscalité est un instrument extrêmement important de redistribution, enfin je dirais aussi de mobilité sociale et de cohésion sociale. Parce que de faire une fiscalité qui favorise le travail, qui favorise le capital, ne donne pas les mêmes choses au niveau économique, ne donne pas les mêmes choses en termes de progrès social. Et on est quand même dans un pays qui reste fortement inégalitaire. On a quand même 10% des citoyens les plus aisés qui détiennent 62% du capital, du patrimoine en France. Et les 50% les moins aisés, quand même la moitié des citoyens qui en détiennent moins de 6%. Donc on reste encore dans un pays très inégalitaire et dont les inégalités sont accrues. Et plus les inégalités s'accroissent, plus on considère que tout est joué d'avance, que ce soit en haut ou en bas, et ça ne favorise pas la mobilité, ça ne favorise pas la croissance économique, ça ne favorise pas le dynamisme économique. Donc si la fiscalité n'est pas redistributrice, il y a un vrai problème de justice sociale, mais aussi de dynamique économique, très clairement. Et forcément, on se retrouve dans des difficultés économiques et ce qu'on voit actuellement. Alors, en France, on a une fiscalité qui est très complexe, et c'est en plus vraiment complexifié depuis une dizaine d'années avec des déductions fiscales à droite et à gauche, des niches, des aménagements divers et variés. On a une fiscalité, et ça c'est assez connu, qui n'est pas du tout redistributive, parce que l'impôt sur le revenu, lui, est redistributif, c'est-à-dire que plus on gagne, plus on paye d'impôts sur les tranches de revenus. Donc l'impôt sur le revenu, c'est à peu près 45 milliards d'euros, alors que la CSG, c'est 88 milliards d'euros, et la TVA, c'est 122 milliards d'euros. La TVA, c'est proportionnel en fonction de la consommation. Et la CSG, c'est proportionnel sur le revenu du travail et du capital. C'est au moins une grande avancée chez le regard, puisque c'était le capital et le travail qui étaient taxés de la même façon. En plus, en France, on a donc sur l'impôt sur le revenu, on touche les revenus du travail, mais les revenus du capitaux ne sont pas touchés de la même façon, puisqu'il y a des prélèvements libératoires, c'est pas le même taux. Donc on a un patrimoine qui est quand même moins taxé que le travail. Et on se retrouve notamment avec des études qui ont été faites, notamment qui est sortie hier, les 1% des revenus les plus aisés payent moins d'impôts que le reste de la population française. Parce que forcément, ils ont plus de patrimoine, donc ils payent moins d'impôts en proportion. Voilà, donc c'est un vrai sujet, et c'est une tendance qui s'est vraiment accrue depuis les 10 dernières années. Ça a été aussi montré, à la fois sur la période Chirac, que sur la période Sarkozy. Voilà, c'est beaucoup Sarkozy sur sa politique fiscale, et juste après, à juste titre, mais aussi Jacques Chirac a considérablement baissé même la gauche, hein. Depuis sur les même dernières la gauche, on en a un peu intégré sur l'impôt sur le revenu. On a un peu parfois intégré à gauche. Fabius disait qu'en 2002, tout s'ouvrait sur la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est la personne qui vient d'exposer. Vous pourrez intervenir après, mais effectivement, M. Fabius a dit ça, oui. Je m'en souviens bien. C'était une erreur, effectivement. Donc on se retrouve donc avec une fiscalité qui est à l'inverse de la redistribution, qui favorise les plus aisés. Et alors en plus évidemment avec Sarkozy, on s'est retrouvé avec des mesures fiscales qui ont été très négatives à la fois pour justement cette justice sociale et négatives pour les finances publiques. Parce qu'il y a à peu près, je crois que c'est 90 milliards, j'ai lu, d'évaluation de niche fiscale et de déduction, enfin de baisse de la fiscalité des recettes fiscales de la part de Nicolas Sarkozy. S'il n'y avait pas eu tout ça, on serait à peu près au niveau de l'Allemagne en termes de dette. C'est vraiment un effet important. Donc par exemple, il y a la réduction encore des droits sur les successions et donations. Pour le coup, il y avait déjà 80% qui étaient déjà exonérés, donc il a augmenté l'exonération, ça a à peu près coûté 9 milliards. Donc voilà, on peut se dire que comme déjà 80% exonérés, c'est vraiment le haut du panier qui a été encore davantage exonéré, donc là c'est vraiment le maintien... plus avec le fait des donations tous les 10 ans. Donc du coup ça contribue enfin, je veux dire, à l'héritage et donc à favoriser la rente. On a eu 5 milliards d'euros sur la déduction des intérêts des emprunts immobiliers. On bénéficie à tous les Français qui ont investi, mais forcément plus ceux qui pouvaient que ceux
l'État de fait, 3,7 milliards de réduction de l'impôt solidarité sur la fortune et 3,6 milliards sur le bouclier fiscal. Donc on se retrouve avec 18 milliards pour des déductions fiscales, donc c'est une bonne somme. On a aussi la défiscalisation des heures supplémentaires, qui effectivement était au bénéfice des salariés, qui a coûté à peu près 14 milliards, ce qui équivaut à peu près à 400 000 emplois à temps plein, qui a quand même été un financement du chômage, en quelque sorte. Et alors, il y a une étude qui est parue hier aussi, qui expliquait qu'il y a eu aussi la fraude à la défiscalisation, c'est-à-dire qu'en gros, notamment les salariés plus autonomes, avec l'accord de leur employeur, on déclarait des heures fictives en heures supplémentaires, puisque c'était défiscalisé, ça arrangeait tout le monde, et c'était un arrangement. Donc en plus, c'est un effet d'aubaine, ça crée clairement un effet d'aubaine. Donc voilà, donc on se retrouve devant un vrai enjeu, moi je dirais, de société, parce que faire campagne sur la fiscalité, c'est un peu moins évident, parce que ça n'est pas populaire. Mais en même temps, en termes de dynamique économique, de financement des services publics, des politiques publiques qu'on doit mener en œuvre, on a de vrais enjeux. Donc je laisserai plutôt Nicole développer sur les mesures de François Hollande, qui sont assez diverses et qui sont plutôt intéressantes. Mais l'idée à mon avis, doit être vraiment de populariser cette idée de l'impôt juste et efficace.